Donc, première partie de l'année en première S, les couleurs, et on va particulièrement étudier en fait les pigments dans ce TP. Alors l'idée, ça serait voilà, de voir où se trouvent les pigments, les identifier et voir quelles sont les couleurs qu'ils absorbent. Alors dans un premier temps, où se trouvent les pigments? Alors la principale chose qu'on peut voir dans les végétaux, c'est qu'ils sont verts. Donc, il doit y avoir un pigment vert à l'intérieur qui s'appelle la chlorophylle. La chlorophylle est effectivement un pigment qui est utilisé par les cellules végétales pour la photosynthèse. Donc la chlorophylle est en quelque sorte une molécule qui va absorber l'énergie lumineuse, qui va le transformer en électrons ou en énergie chimique, qui permettra tout un tas de synthèses dans cette cellule. Le carotène peut être aussi présent dans les végétaux. Alors, il participe indirectement à la photosynthèse, il est plutôt là comme protecteur de la chlorophylle, puisqu'il est majoritairement un pigment qui absorbe les UV. Les animaux ne sont pas en reste, puisqu'il n'y a pas que les végétaux qui sont colorés, les animaux aussi le sont. La cochenille est un animal rouge et on peut extraire le pigment de cet animal eh bien, évidemment, il faut tuer l'animal, hein, il faut en extraire ce pigment par action mécanique. Donc, c'est pas forcément les végétaux qui nous permettent d'avoir des pigments, ça peut être aussi certains animaux. Alors, comment va-t-on extraire les pigments? J'en ai plus ou moins parlé, il va falloir qu'on extrait le principe actif de la cellule. Alors, au départ, vous mettez une plante dans un liquide. Donc ici, on voit un récipient avec avec le niveau du liquide et une cellule végétale, puisque le petit hexagone est généralement ce qu'on utilise comme symbole pour la cellule végétale. À l'intérieur de cette cellule végétale, on voit ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le pigment. Donc pour pouvoir extraire le pigment, il faut casser les parois des cellules. Et ce que l'on va faire, c'est par action mécanique, on va broyer les végétaux dont on veut extraire le pigment. Certains solvants sont capables eux aussi de casser ces parois cellulaires, comme l'éthanol. Les parois cellulaires sont détruites et du coup, à partir de ce moment-là, tout le contenu de la cellule va se vider en quelque sorte dans le solvant. Il va y avoir un certain nombre de choses qui ne nous intéresseront pas, mais il y aura surtout le pigment ou le principe actif. C'est exactement la même méthode lorsqu'on veut soigner avec des plantes. Le principe actif d'une plante se trouve dans la cellule, et une fois qu'on a ouvert les parois cellulaires, bien ce principe actif se retrouve dissous dans le liquide qu'on va appeler le solvant extracteur. Alors, première phase, le pigment est contenu dans les cellules animales ou végétales. Et deuxième phase, le pigment sort des cellules et se dissout dans le solvant extracteur. Alors ça, c'est un rappel de seconde où lorsqu'on parlait des médicaments, eh bien, on avait justement exactement le même principe. Là, la différence principale, c'est que le principe actif ou le pigment est coloré. Donc on voit bien le solvant se colorer. Alors le solvant extracteur, qu'est-ce que c'est et comment on va le choisir? Alors le solvant extracteur va permettre de dissoudre le pigment dans le but de séparer le pigment des autres espèces chimiques constituant la plante. Si je reprends la deuxième phase, une fois que nous avons le pigment qui est dissous dans le liquide, ben, j'aimerais bien me débarrasser des parois cellulaires détruites. Et les parois cellulaires détruites ont le bon goût justement de ne pas pouvoir passer à travers un filtre. Du coup, on va effectivement filtrer tout ce mélange, le liquide va passer, le pigment étant dissous dans le liquide, lui aussi va passer à travers le filtre. Par contre, tout le reste qui était toujours à l'extérieur du liquide, bah, va non dissous dans le liquide, plutôt ne va pas passer à travers le filtre. Alors, c'est exactement le principe, c'est-à-dire qu'on va prendre une feuille, on va la broyer dans un mortier,
et le petit objet, ça c'est un pilon. Une fois on va mettre le solvant extracteur avec, et on va le filtrer pour récupérer uniquement le solvant extracteur avec le pigment. Alors, le problème, c'est quel solvant extracteur? Pourquoi pas mettre de l'eau? Pourquoi pas mettre autre chose? Alors, le solvant extracteur, ici, prenons le cas du carotène. Le carotène est le pigment qui se trouve dans la carotte et qui se trouve généralement dans tous les végétaux. Si on voit une feuille en hiver qui commence à devenir brune, c'est que en fait le carotène se dégrade beaucoup plus tard que la chlorophylle. Donc quasiment tous les végétaux ont du carotène. L'eau n'est pas un bon solvant pour le carotène parce que sa solubilité, c'est-à-dire la capacité au solvant à se dissoudre dans le liquide, est mauvaise. On peut dire aussi que le carotène est non miscible. C'est aussi un terme qu'on peut utiliser, mais on préférera le terme de solubilité puisqu'il représente la concentration maximale de pigments que l'on peut dissoudre dans un litre. Donc là, ici, on voit que la valeur est très faible pour l'eau. Pour l'éthanol, la valeur est faible aussi. L'éthanol peut dissoudre un peu mieux le carotène, mais c'est pas une valeur très très élevée. On a le cyclohexane où là, la valeur est relativement faible, mais meilleure que toutes les autres. Alors, à côté, nous avons les pictogrammes de danger. Alors, l'éthanol est inflammable, bien sûr. Par contre, le cyclohexane a beaucoup de pictogrammes de danger. Il est inflammable, mais il a aussi des aspects nocifs, dangereux pour l'environnement, et qui pourraient s'avérer être mutagènes. Donc, on a un schéma, une photographie d'un objet qui s'appelle la hotte. Alors, en quelque sorte, cette aspiration va aspirer les vapeurs toxiques, ce qui veut dire que le cyclohexane devra être utilisé sous la hotte. Maintenant, quel est le meilleur solvant que l'on pourrait choisir? A priori, le cyclohexane sous la hotte, ça serait la meilleure option. Alors, comment choisir un solvant extracteur lorsqu'on veut extraire un pigment d'un solide? Le pigment insoluble dans les solvants classiques devra être très soluble dans les solvants extracteurs. Là, ici, le carotène, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est insoluble pratiquement dans l'eau, presque insoluble dans l'éthanol, mais le cyclohexane, ça se passe beaucoup mieux. Donc si on veut extraire du carotène d'un solide, où il était contenu, on va sans doute utiliser le cyclohexane. Donc il est temps maintenant d'avoir un petit peu plus de vocabulaire, même si c'est un peu ennuyeux, sur les pigments et sur les colorants. Quelle est la différence? Alors, quelle différence y a-t-il entre un pigment et un colorant? Alors, les colorants sont des espèces chimiques solubles dans un solvant, contrairement aux pigments qui sont insolubles. Ça veut dire que le pigment, on va le mettre dans un liquide, et il va rester, il va pas se mélanger au liquide, alors que le colorant, si on met dans le liquide va prendre la couleur du colorant. Prenons le cas du carotène. Alors le carotène, si je verse une goutte de carotène dans un solvant et qu'il est insoluble dans le solvant, je vais obtenir au-dessus deux phases, en fait, un liquide hétérogène avec une phase de carotène et une phase du solvant. Donc là, on ne peut pas dire que ça soit soluble, justement parce qu'on a deux phases. Après, si je verse du carotène dans un solvant qui justement est capable de dissoudre le carotène, ce qui va se passer, c'est que le solvant va prendre la couleur du colorant. Alors parfois la couleur peut changer parce que la couleur dépend aussi du solvant, ce qu'on verra un peu après. L'extraction des pigments. Alors, quel type de protocole va-t-on devoir utiliser pour extraire le carotène et la chlorophylle des végétaux? Alors en broyant des végétaux, évidemment, plus on va broyer, plus on va détruire les parois cellulaires et plus on aura de chances d'avoir les pigments et les principes actifs qui passeront dans le solvant. Donc on va devoir avoir à disposition en fait un certain nombre de matériels qui vont avoir une action mécanique pour broyer les cellules. La liste de matériel. Alors, liste de matériel, j'en ai déjà parlé un petit peu avec l'image, c'est qu'il faut un pilon et un mortier. Et le sable et la spatule, à quoi vont bien
à quoi ça va servir le sable pour une extraction? Quel type de protocole va-t-on utiliser en fait pour extraire le carotène et la chlorophylle? Maintenant, une fois qu'on a trouvé le protocole, on doit aussi verser un liquide extracteur. Et le liquide extracteur, va falloir le déterminer en fonction des affinités chimiques des deux pigments. Puisque certes, on a la liste de matériel, mais il faut aussi avoir la liste des solvants extracteurs que l'on va utiliser. Alors, petit indice, si j'ai un tableau des solubilités de chaque pigment, quel est le solvant extracteur le plus approprié pour le carotène et pour la chlorophylle? Donc, si je regarde le carotène, ben, le solvant extracteur le plus approprié semblerait être le cyclohexane, mais celui-ci ben, va nous embêter car il a beaucoup de pictogrammes de danger. Et pour la chlorophylle, il semblerait que l'éthanol soit la meilleure option. Donc j'ai déjà, moi, une petite idée du solvant extracteur qu'il faudra utiliser. Cependant, pour cette expérience, je vais faire exceptionnellement l'extraction avec les 3 solvants, pour voir les différences. Alors, avant de faire cette extraction de chacun des pigments, on peut se poser la question, mais quelle est en fait la structure de la molécule de la chlorophylle et du carotène? Alors, on a un modèle moléculaire au-dessus, et en dessous, on a la représentation topographique de la molécule. Ici, que l'on voit, en fait, les petits bâtonnets représentent des liaisons chimiques carbone-carbone. Là, ce qu'on voit, on voit en fait une molécule qui a énormément de chaînes longues carbonées avec uniquement des atomes de carbone et d'hydrogène. Cette particularité donne un caractère apolaire à la molécule. Idem pour le côté droit, on a quand même pas mal de carbone et d'hydrogène, ce qui va donner un caractère apolaire. Cependant, on voit aussi des atomes qui sont en rouge, et ces atomes-là sont des atomes d'oxygène. Ces atomes d'oxygène ont une tendance à aspirer les électrons des atomes auxquels ils sont accrochés. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut imaginer que l'atome d'oxygène est chargé négativement dans la molécule. Ce qui est de même pour l'atome bleu, qui est l'atome d'azote, il a la même particularité, il va être chargé négativement. De plus, sur la formule du bas, on voit qu'il y a un atome de magnésium, Mg2+, qui est chargé positivement. Donc cette molécule a à la fois un caractère polaire et apolaire. Il y a des zones qui sont chargées, et le barycentre des charges va faire en sorte qu'on ait une zone qui sera très clairement négative et une zone qui sera très clairement positive. Mais on peut aussi imaginer que cette chlorophylle soit soluble dans des solvants apolaires. Donc elle a les deux caractères, visiblement, et il faudra trouver un solvant qui ait à la fois les deux caractères. Maintenant, le carotène est un peu plus simple en termes de polarité, puisqu'il n'y a que des atomes de carbone et que des atomes d'hydrogène. Alors, l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène ensemble ne créent pas de charge, puisque leur électronégativité, c'est-à-dire leur capacité à attirer les électrons, est à peu près équivalente. Ce qui veut dire qu'ils vont ils vont se répartir de façon équitable leurs électrons. Il n'y a donc pas de charge dans cette molécule, et cette molécule est très clairement apolaire. Alors on peut voir ici en dessous la formule topographique, on a effectivement que des liaisons carbone-carbone, il n'y a pas d'autre chose, donc cette molécule est clairement apolaire. Il faudra donc un solvant apolaire pour extraire le carotène. Alors, en ce qui concerne la liste de matériel, eh bien, maintenant qu'on a tous les éléments en place, on peut savoir quelle est la verrerie qu'il nous faut et quel est le solvant extracteur. Alors, on a besoin d'un pilon, d'un mortier, du sable et spatule. On va en fait avoir une action un petit peu comme quand on mâche une feuille de menthe entre les dents. On va, avec le sable, broyer encore plus les végétaux qu'on va utiliser. De l'éthanol pour la chlorophylle et du cyclohexane pour le carotène. Sauf que si on utilise le cyclohexane, il va falloir se mettre sous la hotte.
Il nous faudra en fait un système de filtration pour pouvoir séparer les parois cellulaires qui ne nous intéressent plus du solvant avec le pigment. Si on a la chance d'avoir un système de filtration à pression réduite, ben, c'est-à-dire un Buchner, c'est comme si on avait une aspiration d'air en dessous d'un entonnoir et ça va aspirer le liquide plus rapidement. Ça peut être utilisé. Ici, le matériel n'est pas utilisé dans les manipulations que je vais réaliser. Alors d'abord, passons à l'extraction du carotène. Alors pour cette extraction-là, on va voir en caméra frontale, donc on va voir en gros ce qui se passe pour cette extraction. Alors dans un premier temps, on peut constater donc la carotte entière, une petite carotte suffira. Il faut qu'on ait une quantité, disons une petite assiette de carottes râpées. Alors pourquoi râper la carotte? Ben, ce qu'on veut, c'est augmenter la surface d'échange entre le solvant et les végétaux, en quelque sorte. Donc là, je vais en fait râper ma carotte. On va passer cette étape pour montrer à peu près la quantité dont j'ai besoin pour l'extraction. Il faut généralement adapter sa quantité en fonction de la taille du mortier. Donc, je vais prendre du sable. Le sable va me permettre de mâcher, en quelque sorte de broyer mes carottes râpées pour avoir un meilleur rendement encore d'extraction. Alors, normalement, il fallait une spatule. Si on n'a pas de spatule, on met un petit peu de sable. Il va être utilisé vraiment pour broyer. Et là, je vais broyer. Alors, j'ai pas besoin de taper avec mon pilon, hein. J'ai juste besoin d'exercer des pressions pour que le sable puisse appuyer sur mes végétaux. Donc voilà, je fais je vais broyer en fait cette carotte et maintenant je vais prendre de l'éthanol. Alors l'éthanol, j'ai besoin normalement de mettre 2 fois 20 ml. Pour ça, je vais avoir besoin d'une éprouvette. Je n'avais pas une éprouvette à proximité. Donc je vais remplir un bécher à moins de 25 ml. Je vais verser en 2 fois, puisqu'il est intéressant de faire une première fois, on broie après avoir versé une première fois, puis une deuxième fois. Donc là, je verse une première fois. Je laisse l'éthanol s'imbiber des carottes. Et j'ai broyé. Encore une fois, j'ai essayé d'optimiser justement cette surface d'échange en broyant la carotte. Et je vais verser une deuxième fois l'éthanol pour que mes carottes baignent dans ce liquide. Alors, il faut bien penser que le pigment, ce qu'on veut, c'est qu'il soit le plus concentré possible. Plus on va rajouter de solvant extracteur, et moins cette concentration sera élevée. C'est pour ça qu'il faut trouver un bon compromis, c'est-à-dire suffisamment de liquide pour que celui-ci passe à travers un filtre, mais pas trop peu pour que l'extraction se fasse mal et pas trop pour que ça soit trop dilué. Donc il faut trouver vraiment le juste milieu. Alors le filtre, normalement, si on veut mettre correctement un filtre sur l'entonnoir, on doit l'imbiber un petit peu du solvant extracteur. Je n'ai plus de solvant extracteur, chose dont je vais m'apercevoir au moment où je vais vouloir verser sur le filtre, ce qui est un peu dommage. Voilà, je n'ai plus de solvant extracteur, donc c'est ce que j'aurais dû faire avant. Et je vais donc verser ma mixture composée de carottes et de solvant extracteur. On a l'impression que le liquide est très coloré, donc on a l'impression que beaucoup de carotène est passé. Mais il ne faut pas oublier qu'avec l'action que j'ai fait, l'action mécanique, j'ai fait beaucoup de pulpe de carotte qui ne passera pas à travers le filtre, évidemment. Alors je regarde maintenant quel est le résultat de la carotte qui a été broyée. Alors ici, en caméra frontale, toujours, j'observe eh bien, un liquide qui est un peu brun, on a donc bien une extraction du carotène, mais cette extraction est un peu décevante, puisque si on regarde l'éthanol avant qui était incolore, on regarde maintenant
Alors oui, j'enregistre avec 2 caméras. Si on regarde maintenant la coloration de l'éthanol, on voit qu'elle est assez faible. On la mettra dans une cuve de chromatographie, c'est-à-dire une petite cuve dont les dimensions seront toujours les mêmes, pour voir si la coloration est visible. Voilà. Donc maintenant qu'on a passé à cette extraction, on va passer à l'extraction à l'eau. Alors on sait que l'eau, normalement, est bien pire que l'éthanol. Donc l'extraction à l'eau, eh bien ici j'ai fait exactement le même protocole et contrairement à ce que je pensais, finalement l'eau a réussi à solubiliser un petit peu de liquide. Mais attention toutefois, il y a de la pulpe qui arrive à passer à travers le filtre, donc c'est peut-être la pulpe et non pas le carotène qui donne la coloration à cette solution aqueuse. Maintenant, je passe au cyclohexane. Donc le cyclohexane doit être le meilleur, disons que ça doit être le meilleur solvant extracteur. Alors normalement, ici, je travaille sous la hotte. La hotte, on n'entend pas la soufflerie, mais elle est allumée pour justement éviter que je respire les vapeurs en fait de cyclohexane. Donc je vais verser du cyclohexane, exactement le même protocole, c'est-à-dire 20 ml en 2 fois. Donc cette étape n'est pas forcément très intéressante, on va avancer quelque peu, voilà. Donc je broie une première fois. Alors de mon point de vue, je pouvais observer une décoloration des carottes. À la caméra, ça passe assez mal, on voit pas trop cette décoloration. Donc au final, je vais verser cette mixture dans un filtre. J'attends la filtration. Cette filtration va être assez rapide puisque j'ai quand même pas mal de... J'ai une extraction qui est relativement efficace. On voit tout de suite que le solvant extracteur se colore en orange. Et au final, eh bien, le résultat final que l'on peut observer, on a bien un liquide qui est orangé. Donc cette extraction, c'était le bon solvant extracteur. Je vais mettre les béchères sous ma hotte pour voir le résultat. Donc on va voir les résultats pour cette extraction. Alors c'était les résultats. Alors maintenant passons à l'extraction des pigments présents dans la feuille de menthe. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la chlorophylle, c'est pas la chlorophylle mais les chlorophylles. Il y en a plusieurs, donc c'est possible que dans la menthe il y ait plusieurs chlorophylles. Alors là, ici encore, en caméra frontale, je vais observer cette extraction. Donc on va commencer par l'extraction à l'éthanol. Donc l'extraction à l'éthanol, eh bien, de la même façon, je vais optimiser la surface d'échange pour une feuille de menthe, et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de chlorophylle dans les nervures de la feuille. Donc je peux me débarrasser de celle-ci en les arrachant à l'aide de mes doigts. Une fois que j'aurai fait suffisamment cette opération-là pour la feuille de menthe, donc je vais préparer une dizaine de feuilles de menthe, je vais les découper au ciseau pour qu'elles soient en très petites lamelles. Alors le mieux c'est d'avoir un broyeur, mais ça bon, on ne peut pas avoir un broyeur pour toutes les tables de TP, on aura juste des ciseaux qui seront utilisés. Une fois qu'on a fini cette opération-là, on va avoir besoin du sable et du solvant extracteur. Alors, l'ordre n'a pas d'importance. On peut verser le solvant extracteur et le sable qui va servir là encore à broyer, une action mécanique pour détruire les parois cellulaires qui nous permettront d'avoir une optimisation en fait du passage du pigment dans le solvant extracteur. Alors le volume du solvant extracteur n'est pas très important finalement. Ce qui est important, c'est qu'on ait une concentration significative en fait
des pigments présents dans le solvant. Donc là, par exemple, j'ai pas besoin de remettre de solvant extracteur, c'est déjà pratiquement bon. Alors, on va accélérer la vidéo. Maintenant, je vais déposer à l'aide de ma potence et mon entonnoir. Donc mon entonnoir que je vais devoir laver pour la précédente extraction, puisqu'il est plein de cyclohexane. Alors mon entonnoir, je vais le nettoyer et faire exactement la même étape. Alors certains me reprocheront que l'entonnoir est imbibé d'eau et que le solvant extracteur c'est de l'éthanol. Bon, on ne peut pas trop faire, quand on va rapidement, on ne peut pas toujours penser à tout. Alors, voyons maintenant le résultat de la filtration. Donc on va déposer un bécher préalablement rincé puisqu'il y avait un peu d'eau. Et là on voit déjà la coloration du liquide, elle est bien verte. L'éthanol est bien verte. Donc ce qui veut dire que l'extraction s'est bien faite. Une partie du filtre va absorber l'éthanol. C'est pour ça qu'il faut en mettre plus que nécessaire. Et c'est toujours un compromis à faire, c'est-à-dire une quantité de solvant extracteur suffisamment élevée pour qu'on ait une bonne concentration de en fait de pigment. Donc là on voit ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré finalement même pas 10 millilitres d'éthanol. Bah oui, parce que le reste de l'éthanol, les 20 millilitres, ont sans doute imbibé en fait le filtre. Donc là il y a des vapeurs d'éthanol évidemment sur le filtre, puisque le filtre aspirant l'éthanol, une partie de l'éthanol, on voit qu'il est d'ailleurs vert le filtre. Là, il y a l'effet d'un un buvard qui absorbe le liquide. Alors maintenant, passons à l'extraction à l'eau. Alors, est-ce que la menthe, peut-être la menthe, ou en tout cas surtout le pigment qui se trouve dans la menthe, peut-il être extrait avec de l'eau? Alors oui, mais pas à 20 degrés. C'est-à-dire que là, ici, l'extraction, donc on réalise évidemment les mêmes étapes, qui sont assez longues. C'est pour ça que si on se trompe, ça va mettre beaucoup de temps. Donc je remets de l'eau, mais ce coup-ci de l'eau chaude. On fait en quelque sorte du thé. Le thé, c'est une extraction des principes actifs qu'il y a dans une plante à l'aide de l'eau chaude. Quelle est la différence entre l'eau chaude et l'eau froide? L'eau chaude a des meilleures concentrations de solubilité. La solubilité dans l'eau chaude est toujours meilleure pour une grande majorité des principes actifs. Donc si on le met dans l'eau chaude, eh bien, on va obtenir une eau colorée qui sera bien plus colorée qu'avec de l'eau froide. Une fois que ceci est terminé, donc on va filtrer de la même façon. Et ici, on voit que le liquide a une coloration verte. Donc on peut se dire c'est bon signe, l'extraction a été bien menée. Alors on voit la coloration verte, elle est bien verte au départ, hein, cette extraction à la menthe. Et on va voir plus tard qu'elle noircit. Alors, le fait qu'elle noircisse, là, j'ignore encore le phénomène. Est-ce que c'est à cause du solvant que la chlorophylle va changer de couleur, ou est-ce que c'est une oxydation en fait des substances chimiques qui se trouveraient dans mon liquide? Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. J'ai supposé que c'était à cause du solvant. Que le solvant a une influence sur la coloration du pigment. Et là, ici, la dernière étape, c'est effectivement de faire une extraction à l'aide du cyclohexane. J'espère que la chlorophylle va passer dans le cyclohexane. Donc c'est le même protocole qui va durer là aussi un certain temps. Donc je vais broyer mes feuilles à l'aide de sable dans du cyclohexane. Le cyclohexane devient de plus en plus coloré, mais attention, est-ce qu'il se colore parce que j'ai du carotène dans les feuilles de menthe et que ce carotène passe dans le cyclohexane comme il l'avait fait pour la carotte, les résultats qu'on peut voir un peu au-dessus,
où est-ce qu'il se colore? Parce qu'effectivement, là, une partie de la chlorophylle arrive à passer là aussi dans le cyclohexane. Alors, l'épilogue nous montrera que c'est finalement du carotène qui est passé. Donc là, je filtre et j'espérais avoir un liquide vert pomme, comme le cas de l'éthanol. Mais là, le résultat est tout autre. Donc on va laisser filtrer tranquillement et on va passer justement aux résultats. Alors les résultats, suite aux 6 extractions qui ont été faites, nous allons pouvoir faire des arrêts sur image. Donc voilà les 6 résultats, enfin les 2 fois 3 résultats, puisque finalement c'est ça l'intérêt. Donc cyclohexane dans le carotène. On voit bien que le pigment est passé dans le cyclohexane, c'est très bien. On va le mettre dans une cuve. Donc pourquoi je le mets dans une cuve? Parce que celle-ci a les mêmes dimensions, toutes les cuves auront les mêmes dimensions. Et on fera passer un rayon de lumière à travers cette cuve pour savoir quelles sont les couleurs qui sont absorbées. Le seul problème, c'est que la cuve doit être remplie presque au maximum. Donc là, je suis obligé de mélanger et d'homogénéiser le liquide. Donc le liquide va s'homogénéiser complètement. Alors ce que je suis en train de faire, il ne faut surtout pas le faire. Parce que la cuve est en plastique, le cyclohexane est un solvant des plastiques, donc la cuve se dissout petit à petit En fait, le cyclohexane va dissoudre la cuve. Donc c'est ici juste pour vous montrer en fait en exemple. Et là, regardez, cette cuve-là, elle est plutôt orangée, elle est pratiquement pas verte, donc je crains malheureusement qu'avec le cyclohexane et la menthe, on a extrait uniquement que le carotène. Alors ici, c'était l'éthanol. Donc l'éthanol, on constate qu'il y a assez peu de colorant. Là, pour la carotte, par contre, pour la menthe, il y a pas mal de pigments et donc de colorants qui se sont, euh, qui se sont dissous dans le solvant. Alors voilà, l'eau et la chlorophylle, ou en tout cas les extraits de menthe, au départ c'était un peu vert pomme, là c'est devenu vert foncé. Pourquoi? Sans doute une réaction chimique qui s'est déroulée après. Et dernière chose, finalement l'eau et la carotte, alors le récipient est opaque, ça veut dire qu'il y a de la pulpe de carotte qui est passée à travers. Donc c'est pas vraiment une couleur orangée du fait que le carotène s'est dissous dans la solution, hein. Voilà, donc on a ici les 2 fois 3 résultats. Alors très bien, maintenant qu'on est passé à la chlorophylle, on va quand même rappeler un rappel théorique sur la synthèse. Ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'avec mes différentes extractions, je voudrais voir si si c'est bien du carotène et si c'est bien de la chlorophylle que j'ai extrait. Donc ce qu'il faudrait, c'est que je les synthétise de toutes pièces, que je fasse du carotène synthétique et de la chlorophylle synthétique. Alors comment mettons en œuvre une synthèse et pourquoi l'a-t-on mis en œuvre? Donc ça c'est un rappel de seconde aussi. Eh bien, si je prends les surfaces cultivables dans n'importe quel pays, on veut extraire un pigment de façon naturelle, il va falloir qu'on fasse pousser la plante sur ces surfaces cultivables. Le problème de ces plantes-là, c'est qu'on va occuper une surface qui ne sera pas occupée par une autre plante qui pourrait nourrir en fait la population. Et moins de 0,1% de cette plante, généralement, sera utilisée pour la transformer en pigment. C'est-à-dire que 0,1% c'est très faible, c'est un rendement très faible, et on risque d'affamer des populations pour extraire des pigments. Alors l'indigotier était justement un arbre qui était cultivé pour sa coloration bleue, donc bleu dans les fleurs. Et si on récupère que les fleurs, effectivement, c'est un peu léger par rapport à ce qu'on pourrait cultiver si on faisait du blé. Donc, pendant la révolution industrielle, il a fallu qu'on trouve un moyen de nourrir les populations et de créer des pigments de façon pour répondre à la demande, en fait, en grande quantité. Du coup, certains chimistes se sont attelés à la tâche, comme William Henry Perkin, qui a trouvé le moyen de synthétiser le bleu indigo qui vient de l'indigotier.
Donc il a pris des matières premières, et avec une réaction chimique, ces matières premières se sont transformées en bleu indigo. Le bleu indigo étant la molécule, le principe actif, si on veut, qui se trouve dans la fleur de l'indigotier. Maintenant qu'on peut fabriquer un pigment, alors on peut bien donner une coloration bleue à certains vêtements. Notamment, c'est le jean en coton. Le coton est d'habitude blanc. Ben, s'il était bleu, c'est qu'on utilisait du bleu indigo. Alors, le moyen de faire cette synthèse, on peut constater qu'ici, ils n'ont pas eu besoin de chauffer les deux réactifs. Mais si on a la nécessité de chauffer les deux réactifs, ça devient beaucoup moins simple. Parce que si vous chauffez les réactifs, ici, vous voyez que le réactif qui se trouve dans mon ballon, c'est-à-dire le mélange réactionnel, les deux réactifs sont ensemble, eh bien, le chauffe-ballon va chauffer ces réactifs, et ceux-ci, comme ils sont très souvent volatiles, vont s'évaporer dans mon ballon. Je ne veux pas perdre des réactifs sous forme de vapeur, mais je ne veux pas non plus les respirer. Donc pour éviter ça, je vais mettre au-dessus de mon ballon ce qu'on appelle un réfrigérant. Le réfrigérant va guider en quelque sorte la vapeur dans un conduit creux. Cette vapeur va être refroidie par un circuit d'eau, et cette vapeur va passer de l'état gazeux à l'état liquide. Donc il va se liquéfier. On a tendance à dire condensé, mais c'est faux. En fait, le passage de l'état gazeux à l'état liquide, c'est se liquéfier et retomber par gravité dans le mélange réactionnel. Donc c'est un montage qui nous permet de ne pas perdre de réactifs ou de produits sous forme de vapeur. Ce montage à reflux, pourquoi chauffe-t-on en fait le mélange réactionnel? Bien, la température a tendance à augmenter la vitesse de réaction. Donc augmenter la vitesse de réaction, ce qui nous permet d'avoir une réaction plus rapide, et c'est parfois nécessaire de chauffer pour que la réaction se fasse. Alors je n'ai pas réussi à obtenir de la chlorophylle synthétique et du carotène synthétique, mais j'ai envie d'identifier quand même, de voir s'il y a des similitudes entre les différents végétaux. Est-ce que les végétaux ont les mêmes pigments? Ça pourrait être une idée. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a une méthode qui est très souvent pratiquée au lycée, c'est une chromatographie sur couche mince. La chromatographie sur couche mince est une méthode d'identification et de séparation. Alors, qu'est-ce que c'est que séparation et identification? Bien, on imagine que vous avez des pigments qui sont mélangés ensemble. Ils vont migrer à des positions différentes lorsqu'on va faire monter un liquide. Un liquide va les déplacer, en quelque sorte, et ce déplacement va être différent en fonction du pigment, puisque le pigment a une affinité chimique plus grande ou plus faible avec le solvant, ce qui va faire que le déplacement va être plus ou moins grand. Et une fois qu'on a ce déplacement, on peut identifier les espèces chimiques parce que celles-ci auront toujours le même déplacement, qu'elles soient mélangées ou non dans le liquide. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette chromatographie? Ce qu'il nous faut, c'est qu'il nous faut un objet qui ne bouge pas, sur lequel les pigments vont se déplacer. C'est ce qu'on appelle la phase fixe. Et la phase mobile, eh bien, c'est le liquide qui va emporter, un petit peu comme l'eau emporte des brindilles. On a les brindilles qui sont emportées par l'eau, eh bien là, on va avoir les pigments qui sont emportés par le solvant. Et une fois que l'eau va s'évaporer, le solvant aura déplacé le pigment à un certain endroit, et c'est ce certain endroit qu'on va utiliser. Donc appeler l'éluant, donc phase mobile est appelé l'éluant, ici on ne va pas l'appeler simplement solvant, mais éluant, qui migre dans le support fixe appelé phase fixe. Alors prenons un petit exemple. J'ai ici une tache qui est tout à fait à gauche, elle est verte normalement, et je me dis, est-ce que cette tache n'est pas un mélange du bleu et du jaune? Et j'aimerais en plus identifier ce bleu et ce jaune. C'est-à-dire que je mets un jaune connu et un bleu connu pour voir si effectivement je vais pouvoir identifier. Comment va-t-on mettre en œuvre cette chromatographie? Eh bien, je mets un liquide sur ma plaque, qui est une plaque qui ressemble à un buvard ou une plaque de silice. Le liquide va monter dans cette plaque, va emporter les différents pigments. Ceux-ci vont toujours monter à la même hauteur. Et là, par exemple, le jaune est monté à la même hauteur que le jaune du mélange, est monté à la même hauteur que le jaune pur, c'est-à-dire l'espèce chimique
qui était uniquement constitué du pigment jaune. Et là, je peux identifier, je peux dire que dans ma mixture verte, eh bien, il y a un pigment jaune. Et il y a aussi un pigment bleu, parce que ce pigment bleu est monté au même niveau. Donc c'est pour ça qu'on dit que la chromatographie est une technique de séparation et d'identification. Mais pour pouvoir identifier, il faut avoir au préalable pensé à mettre des pigments qu'on suspectait être dans le mélange. Alors voilà l'exemple d'une chromatographie que va mettre en œuvre. Mais j'ai une question que je me pose, c'est quel est le meilleur éluant pour la chromatographie? Est-ce qu'il faut un éluant polaire, comme l'eau? Est-ce qu'il faut un éluant mixte, comme l'éthanol? Ou un éluant apolaire, comme le cyclohexane? Donc c'est là en fait ma question, et je vais faire les différentes manips lors de la préparation de ma CCM. Alors ici, j'ai donc préparé 3 plaques de silice, et à l'aide d'un objet qu'on appelle un capillaire, je vais déposer des gouttes. Alors le capillaire va toujours être maintenu verticalement. Par capillarité, en fait, le liquide va monter dans le capillaire. Et je le tiens toujours vertical. Quand je veux que la goutte tombe, je ne vais pas agiter mon capillaire, j'ai juste la poser sur la surface. Celle-ci va absorber le liquide et je vais avoir une tache, un dépôt en fait de carotène. Alors ce que je souhaite après, c'est que le solvant, qui est le cyclohexane, ici s'évapore. Donc je vais faire juste un dépôt, le plus petit possible. C'est là qu'il faut être soigneux, il faut faire un dépôt le plus petit possible, et je vais attendre que celui-ci sèche. Je ne vais pas attendre avant chaque dépôt, je vais faire d'autres dépôts en fait, je vais faire d'autres dépôts pour justement, en attendant que le carotène, enfin que le solvant qui contenait le carotène se mette à sécher. Alors après, j'ai fait aussi une autre extraction, celui du poireau. On constate que la coloration verte du solvant est un peu différente. Est-ce que c'est les mêmes pigments à des concentrations différentes? Alors l'extraction du poireau n'a pas été très bien faite. Donc les résultats que je vais obtenir, on va les garder sous silence. Donc là, je remets en fait le dépôt de carotène. Alors, je pars du principe que la carotte contenait forcément que du carotène. En plus, vu l'extraction par cyclohexane, bah, il ne pouvait y avoir que ça. C'est donc elle qui va servir d'espèce chimique pure, et on va comparer avec la menthe, donc ce que je suppose être la chlorophylle. On va voir si la chlorophylle est présente et si elle contient aussi, si le mélange contient aussi du carotène, parce que par chromatographie, j'aimerais voir s'il y a aussi du carotène dans cette extraction. Alors c'est assez fastidieux, c'est assez long, on peut voir que j'ai mis un certain temps à le faire. On peut aller jusqu'à 25 dépôts pour chaque pigment. Ce qui est important, c'est qu'à la fois ça soit concentré et que ça soit une surface la plus faible possible. C'est-à-dire qu'il faut toujours attendre que ça sèche. Là, pour le poireau, par exemple, j'ai mal fait parce que ça s'est trop étalé. Donc maintenant, regardons le résultat. Donc le résultat, après avoir fait une dizaine de dépôts, parfois il faudra faire beaucoup plus de dépôts si la solution est peu concentrée, je vais placer dans des cuves à élution mes différentes plaques de silice. Alors la silice comporte comme un buvard, c'est-à-dire qu'elle va aspirer le liquide, et le liquide va monter et va en quelque sorte déplacer les pigments. Donc éthanol, eau et cyclohexane, chacun va avoir en fait sa plaque de chromatographie. Je vais maintenant mettre un autre point de vue, puisque j'ai filmé ça d'un autre point de vue sur cette chromatographie donc, que j'avais filmé aussi avec la caméra sur le côté. Donc voilà, on reprend en quelque sorte l'élution. On voit que l'éluant va monter gentiment dans la plaque de silice. Donc je rappelle, le côté gauche c'est eau, éthanol, cyclohexane.
Comme l'élution est assez longue, on peut voir que sur la vidéo, elle va durer à peu près 15 minutes. Je vais accélérer par palier pour qu'on voit en fait le liquide monter. Donc on voit que celui-ci, on souhaite qu'il soit le plus horizontal possible. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas bouger, il ne faut pas secouer en fait la cuve d'élution. Et on commence à voir une montée qui se ralentit de plus en plus d'ailleurs, plus on va arriver à l'extrémité de la plaque, plus cette élution va se ralentir. Donc là j'en ai terminé, donc j'estime que l'élution a été suffisamment longue et je vais repartir d'un point de vue d'une caméra frontale maintenant pour les résultats de la CCM. Alors, les résultats de la CCM, donc je vais sortir mes plaques de mes cubes. Alors pour ça, premier réflexe, il faut allumer la hotte, s'il n'est pas déjà allumé, et voilà, allumer la hotte et tracer le front du solvant, puisque c'est lui qui va servir de référence en fait. Le maximum qu'aurait pu migrer la tâche, c'est le front du solvant. Donc il faut l'indiquer sur cette plaque de chromatographie. Et on va le faire pour chaque plaque. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que normalement, la plaque est complètement imbibée du solvant. Ça veut dire que le solvant va s'évaporer encore mieux que mieux que tout, puisque finalement, c'est quand on a un buvard imbibé d'un liquide, il s'évapore assez facilement. Et là, on pourrait respirer en fait des vapeurs d'éthanol ou des vapeurs de cyclohexane. Donc on laisse la plaque sous la hotte, surtout. On ne va pas commencer à respirer le solvant lorsque celui-ci est sorti de la cuve. Alors certains utilisent un sèche-cheveux pour que le solvant s'évapore un peu plus vite. Quand c'est un solvant organique comme le cyclohexane, on voit que la plaque est déjà presque sèche. Par contre, l'eau, ça va mettre extrêmement longtemps. L'eau, je vais me passer d'attendre que celle-ci s'évapore. Je vois déjà très bien le résultat. Alors maintenant, passons au résultat de la CCM et on va voir si ceci était prévisible. Donc, je constate voilà, que pour l'eau, alors pour l'eau, j'ai un éluant qui est fait à 100% d'eau, donc un éluant qui est à 100% polaire, enfin qui est un éluant qui est polaire. Le carotène est apolaire, la chlorophylle a quand même un caractère apolaire, elle a peu d'affinité avec l'eau. Si j'avais fait une chromatographie avec de l'eau bouillante, peut-être que ça aurait été mieux. Mais là, je constate que cette chromatographie est inexploitable, puisque les tâches sont montées au même niveau. Alors là, ici, côté un peu plus intéressant, je constate que le poireau, que la menthe contiennent du carotène, puisqu'on voit une petite tache jaune qui sépare ici des deux, taches, une tache jaune, mais le problème de la tache jaune ici sur le carotène que j'ai fait avec l'éluant à éthanol, c'est qu'elle est trop large. Alors en fait, c'est presque un petit losange en hauteur, et donc on ne peut pas savoir véritablement où se trouve le centre de la tâche. En fait, elle se trouve bien au même niveau, mais le problème, c'est qu'elle s'est trop étalée. C'est pour ça que je le répète, une bonne chromatographie, c'est des dépôts qui sont extrêmement petits. On voit qu'il y a une chlorophylle dans la menthe, un autre type de chlorophylle dans le poireau. Donc peut-être que ce n'est pas les mêmes chlorophylles, mais je garde toujours les résultats du poireau sur... c'est pas très sûr. Bon, ce qu'on voit en tout cas, c'est que dans la menthe, il y avait du carotène, et il y a, de la chlorophylle. Sans doute que la tache verte ici, c'est de la chlorophylle. Alors, dernier résultat, et là c'est assez drôle, eh bien, c'est le cyclohexane. Alors, le cyclohexane a beaucoup d'affinité avec le carotène, ça se voit, puisque celui-ci est monté relativement haut, mais la chlorophylle n'a pas d'affinité avec le carotène. On a vaguement une petite tache orange sur la menthe, qui est d'ailleurs pas au même niveau que le carotène seul. Donc ça prouve quand même que c'est bien un mélange. On a bien extrait avec la menthe une partie d'un pigment orangé jaune qui s'apparente donc au carotène. Voilà, donc ça c'est les résultats de la chromatographie. Chromatographie sur couche mince.
Donc on a ce résultat-là. Alors comment est-ce qu'on exploite ce genre de résultat? Alors ici, cette chromatographie semble être très grossière, hein, puisqu'on ne peut pas vraiment dire que le carotène était au même niveau partout. Normalement, il aurait dû être au même niveau. Alors, comment est-ce qu'on va exploiter une chromatographie? Ici, j'ai idéalisé en fait ce qu'on aurait souhaité voir. Si j'ai un produit X, qui est par exemple l'extraction à la menthe, je mets en A ben, le carotène, je mets en B la chlorophylle et je mets en C un autre pigment. Ben, la séparation, c'est que je vois qu'effectivement, dans ce mélange, il y a deux taches. Donc ça veut dire qu'il y a deux pigments. Deux pigments que je souhaiterais identifier. Si je n'avais pas mis A, B, j'aurais pas pu les identifier. Mais j'aurais simplement pu dire qu'il y avait deux constituants. Maintenant, à l'aide des espèces chimiques A, B, C qui sont pures, donc ici on n'avait qu'une seule espèce chimique qui était pure, à savoir l'extraction de la carotte, on savait qu'il n'y avait que du carotène. La chlorophylle, on n'a pas pu la synthétiser en fait, on n'a pas pu l'extraire, il n'y a pas de plantes qui n'ont que de la chlorophylle, donc on n'a pas pu faire B. Mais voilà, en fait, on arrive à déceler la présence de B et de A dans X parce que les tâches sont au même niveau. Qu'elles soient mélangées ou non, elles vont monter au même niveau. Donc on peut en conclure que dans X, c'est un mélange de A et de B. Il y a donc deux constituants dans X et qu'on peut identifier parce qu'on a préalablement pensé à mettre A et B dans les espèces chimiques de test qu'on suppose être présentes dans le mélange. Alors passons à une étape qui me semble être plus importante en fait. L'absorption des pigments. Ils absorbent quel type de lumière? Comment est-ce qu'on va quantifier l'absorption? Alors pour quantifier l'absorption, j'ai dû faire une petite expérience parce que je mets en évidence ce que c'est que le concept d'absorbance. Alors le concept d'absorbance, c'est assez complexe à appréhender dès le départ. Si je mets un réseau, alors un réseau c'est un objet qui permet en fait de disperser la lumière mais de façon complètement proportionnelle. C'est-à-dire que là, je peux tracer une droite sur mon spectre et dire, eh bien, la première longueur d'onde du visible, c'est 400 nanomètres, la dernière longueur d'onde du visible, c'est 800 nanomètres, et toutes les couleurs qui s'échelonnent entre cet espace, ça va être de 400 à 800 avec un pas qui sera toujours le même. Donc ici, j'ai 400 nanomètres, entre 400 et 800 nanomètres, et je mesure en fait la taille de ce spectre visible, et j'en déduis que celui-ci fait 29 cm. Donc 29 cm pour le spectre de la lumière blanche, puisque le rétroprojecteur, on voit la trace lumineuse qui est à ma gauche, c'est de la lumière blanche. J'aimerais savoir quel est le pas, quelle est la précision que je pourrais avoir sur ce spectre. Alors, donc j'ai 29 cm pour 400 nanomètres, donc je divise 400 par 29, ce qui va me donner en fait 14 nanomètres pour 1 cm. Donc tous les centimètres, j'aurai 14 nanomètres. Si je veux faire, enfin je vais être plutôt grossier, je vais faire une encoche à toutes les 50 nanomètres. Donc tous les 50 nanomètres, eh bien, j'ai donc trouvé que pour 100 nanomètres, ça fait 7,1 cm. Donc tous les 7,1 cm, je saurais que j'ai 100 nanomètres de plus. Donc je vais pouvoir écrire 400, 500, 600, etc., etc. Et la moitié de 7,1, ça fait à peu près 3,5. Donc je vais mettre une encoche entre mes deux... Voilà, entre 400 et 500, je vais mettre une encoche pour dire que c'est 450. Donc voilà l'idée. J'ai donc tracé une échelle qui va me permettre de mathématiser ce concept de couleur. Alors on peut remarquer que notre œil voit distinctement trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Alors dans l'ordre de lecture, on va plutôt dire du bleu, du vert et du rouge. On voit qu'avec cette échelle, en fait, le bleu va de 400 à 500, le vert va aller de 500 à 600 et le rouge de 600 à 800. J'utilise un appareil qui s'appelle en fait un luxmètre,
que va-t-il faire? En fait, le luxmètre va mesurer la quantité de lumière que le bleu, enfin que la lumière blanche contient une certaine luminosité pour le bleu, et donc je vais pouvoir la mesurer parce que j'ai étalé la lumière, puisque toute cette lumière, toutes ces couleurs, si je les mets ensemble, ça va redonner du blanc. Donc là, je fais une mesure de la luminosité de chacune de ces couleurs. Mais compte tenu de la précision de mon capteur, vous voyez qu'il est extrêmement large, je ne vais pas pouvoir faire mieux que tous les 50 nanomètres. Donc chaque couleur a une certaine quantité de luminosité. Alors certains diront, attention, dans les commentaires, hein, certains me diront, oui mais le luxmètre, qu'est-ce qui prouve que celui-ci réagira toujours à la même, enfin réagira pas différemment en fonction de la couleur. Alors c'est vrai que le luxmètre n'a pas tout à fait une courbe proportionnelle hein, pour la quantité de lumière en fonction de la couleur. Bon, on va utiliser cette méthode assez simple pour voir toutefois ce que c'est que l'absorbance. Donc, en gros, je mesure une luminosité, ici pour la lumière blanche. J'ai ici noté la luminosité pour quasiment toutes les couleurs, et je vais reporter en fait ces différentes valeurs dans un tableau. Dans un tableau qui se trouve sur le côté gauche, je vais donc mettre en gras les valeurs. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je montre à la caméra, j'ai une solution qui est verte, mais qui est pratiquement bleu cyan. C'est du vert, qui penche vers le vert pomme. Hein. C'est pratiquement du bleu cyan. Il est c'est un petit peu vert, quoi. Disons que à la caméra, on ne voit pas parfaitement la couleur. On va essayer quand même de la montrer au. Donc je mets la couleur ici dans une cuve. Donc je vais garder une cuve rectangulaire et je vais verser le colorant dans cette cuve. Alors le colorant est vert pomme qui tire vers le bleu cyan. Alors qu'est-ce que va faire en fait cette solution? Eh bien on voit une extinction du rouge. C'est-à-dire que le rouge en haut et en bas, donc c'est sans le colorant, mais avec le colorant, donc on observe cette extinction. Alors certains vont dire, j'aurais dû faire ma mesure avec de l'eau sans colorant. C'est vrai, mais la manipulation est déjà suffisamment artisanale et grossière. L'eau, ça va pas vraiment apporter de différence. Là, c'est juste quantitatif. Ce que je veux voir, en fait, c'est qu'il y a une extinction complète de la luminosité de 800 à 600. Alors, je mesure avec le luxmètre 3 lux parce qu'il y a la luminosité de mon appareil, en fait. C'est ça le problème, c'est que ces 3 lux, je devrais être à 0 lux ici, mais j'ai encore une petite luminosité à cause de la lumière qui arrive sur mon luxmètre. La pièce n'est pas parfaitement sombre non plus. Donc là, je refais la même étape, c'est-à-dire je vais mesurer la luminosité dans le vert, puis après dans le bleu. Je vais finir par obtenir le résultat final, à savoir un tableau que je vais ici indiquer. Voilà le tableau que j'ai obtenu. Alors en gras, c'est ce qu'on obtient en fait sans colorant. Et en bleu, c'est ce qu'on obtient avec le colorant. Alors moi, pour avoir ce concept d'absorbance, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sous tableau Excel les différents résultats que j'ai obtenus. Donc ici, on va de 400 à 800, donc on va aller jusqu'à 800 ici. Voilà. Les valeurs sans colorant, c'est ce qu'on va appeler des valeurs de référence. C'est-à-dire c'est le nombre de lux que l'on a, la quantité de lumière que l'on a sans le colorant. Alors non, c'était pas 600, c'était 10, c'était pas 5. Donc voilà, 650 c'était 9, 700 c'était 6, 750 c'était 6. Voilà.
Et maintenant, je mets en bas la valeur finalement avec le colorant. Donc c'est lui qui est responsable en fait de cette variation de coloration, de cette variation de luminosité. Alors ici 5. On va faire une petite correction. Donc c'était 5, 5. Oui, j'ai recopié en fait la mauvaise ligne. C'est pas grave, de toute façon l'essentiel c'est d'avoir le tableau final. 7, 5. Donc 3 à la place de 9. 3 à la place de 6. Donc c'est la luminosité de la pièce en quelque sorte. Donc voilà notre tableau. Et ce qu'on aimerait faire, c'est de quantifier cette absorption. Comment est-ce que je pourrais dire, voilà, ça a été absorbé beaucoup ou peu dans cette à 400 nanomètres. Alors, c'est là qu'on a l'idée de l'absorbance. L'absorbance est en fait une valeur où on va comparer le rapport de la référence et du colorant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur du colorant, donc la valeur en lux du colorant, et je vais la diviser par la valeur de référence, c'est-à-dire la référence sans le colorant. Donc ça, c'est la valeur de l'absorbance. Ici, ce serait 0,2. Donc j'ai une absorbance de 0,2, donc il y a une petite quantité de lumière qui a été absorbée. Si je prolonge la formule, je m'aperçois qu'en fait, 550, il y a eu un problème, c'était 9. Voilà. Donc ici, je m'aperçois qu'en fait, là où il y a le plus d'absorption, c'est là où le chiffre est le plus élevé. Donc en quelque sorte, ici on a on pourrait faire un tableau, un nuage de points en fait pour observer l'absorbance, et je pourrais donner en quelque sorte donc le nom de la série, bah, c'est l'absorbance. La valeur de la série, donc en abscisse, bah, c'est généralement la longueur d'onde qu'on va mettre en abscisse. Et les valeurs, bah, c'est la valeur de l'absorbance. Voilà. Et ici, cette courbe-là représente l'absorbance du colorant bleu cyan qui tire un peu vers le vert par rapport à la lumière blanche. Donc on voit qu'il y a une absorbance assez faible entre 400 et 600, mais par contre le rouge a été très absorbé puisque sa valeur est très élevée. Donc c'est ça le concept d'absorbance. Justement, parlons de l'absorbance. L'absorbance, eh bien, déjà, il faut préciser le solvant, parce que suivant le solvant, on a des colorations qui sont différentes, donc des absorbances qui seront différentes. Là, je prends l'exemple du diode. Quand je mets du diode dans du dichlorométhane, le tube à essai qui se trouve à gauche, il est de coloration violette. Quand je mets du diode dans de l'éthanol, il est de coloration jaune. Alors maintenant, l'absorbance. Voilà une courbe d'absorbance du permanganate de potassium. Le permanganate de potassium, c'est une solution qui est rouge-magenta. Le rouge-magenta, en fait, si j'envoie de la lumière blanche, je rappelle que la lumière blanche était composée de vert, de bleu, de vert et de rouge dans l'ordre, eh bien, il y a une partie du vert qui a été absorbée. Et sur cette courbe, on voit le vert qui a été absorbé parce qu'on sait qu'il se trouve entre 500 et 600. Donc l'absorbance montre bien une extinction en fait des couleurs. C'est donc une capacité à la solution d'absorber les radiations lumineuses d'une couleur. Alors maintenant, passons à la manip qui consiste à déterminer l'absorbance du carotène, par exemple. Alors ici, j'ai réalisé une manipulation avec une caméra frontale et on voit dès le départ que j'ai préparé tout un tas de petites solutions avec un spectrophotomètre. Alors un spectrophotomètre, c'est exactement la même étape. Donc j'ai utilisé un logiciel Cam Studio pour pouvoir enregistrer en fait ce que je vais voir à l'écran. Donc voilà ici tout ce que j'ai fait comme manip, ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc je vais d'abord être obligé de dire à l'appareil ne prends pas en compte l'absorbance du solvant, ce que je veux c'est juste
juste en fait l'absorbance du colorant. Donc je mets en fait de l'eau, parce que je vais faire l'eau en premier. Je vais mettre de l'eau et je vais lui demander de faire la courbe d'absorbance. Alors, ce point de vue-là n'est pas terrible, donc je préfère vous montrer directement ce que j'ai enregistré avec le logiciel. Donc l'absorbance de l'eau, voilà. Donc j'utilise le logiciel Speed. Donc là, ici, c'est l'intensité lumineuse de la lumière blanche à travers l'eau. Le logiciel de base nous met une transmittance. Moi, ce que je veux, c'est qu'il nous affiche l'absorbance. Alors, je fais l'absorbance de l'eau par rapport à l'eau, donc évidemment, c'est nul, puisqu'il n'y a pas eu d'absorption de la solution. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre une petite cuve remplie de carotène avec de l'eau. Je dois surtout conserver le même solvant. Alors, c'est pas beau du tout, parce qu'on a de la pulpe qui va absorber sur toute la gamme des longueurs d'onde. Cependant, on voit bien qu'on a une absorption du bleu avec le carotène. Alors, je vais garder le spectre en fait de l'absorption du carotène par l'eau. Voilà, donc j'enregistre sous format de bitmap. Et voilà la courbe du carotène dans l'eau. Maintenant, je vais changer, je vais utiliser la chlorophylle. Alors, enfin plutôt la substance qui était contenue dans mon extraction de la menthe par l'eau chaude. Donc là, je vois effectivement qu'il y a une absorbance à la fois dans le bleu et à la fois un petit peu dans le rouge. Donc là, je vais mettre menthe et l'eau. Bon, cependant, ces résultats sont vraiment pas terribles. On va passer à un solvant qui est un peu plus efficace pour l'extraction. Moi, je propose de prendre l'absorbance avec l'éthanol. Donc, c'est le même principe. Donc, je vais pouvoir recommenter une seconde fois cette absorbance. Alors, ici, eh bien, je commence déjà par mettre l'éthanol sans aucun pigment. Je lui demande de prendre cette valeur comme référence, je lui demande de mettre l'absorbance maintenant de l'éthanol par rapport à l'éthanol, ce qui va me donner 0, tout à fait logique. Puis je vais mettre l'extraction du carotène par l'éthanol. On a vu que c'était assez mauvais et que la concentration était assez faible. Donc là encore, on voit une petite absorbance au niveau du rouge, du début, donc le début c'est du bleu, et voilà, le carotène absorbe le bleu. Maintenant, je vais utiliser la même chose pour la chlorophylle. Alors, c'était un vert très soutenu, et là, on voit une jolie courbe d'absorbance de la chlorophylle. Alors, chlorophylle plus carotène, parce qu'à mon avis, il y a les deux qui sont visibles. C'est pour ça que j'appelle finalement l'absorbance de la menthe dans le solvant éthanol. Donc voilà en fait les mesures qui ont été faites pour ces pigments. Alors là, je vous mets en quelque sorte l'absorbance du solvant. Lorsque j'ai extrait par le cyclohexane, j'ai obtenu cette courbe d'absorbance pour le carotène. Alors on voit très nettement une absorbance entre 400 et 500 nanomètres, donc c'est uniquement le bleu qui a été absorbé, quasiment rien parce qu'il n'y a pas de pulpe qui s'est dissous dans ma cuve, il n'y avait rien du tout, c'était parfait, sauf que cette expérience, je peux le faire une seule fois parce que la cuve commençait à fondre à cause du cyclohexane. Évidemment, elle se dissout, la cuve se dissout avec le plastique de la cuve est en train de se dissoudre, donc si ça se trouve, j'ai une absorbance aussi du plastique. Mais voilà, le résultat idéal pour une mesure d'absorbance du carotène. Maintenant, passons... Alors, oui, justement, ça absorbe que le bleu, c'est ce qu'on voit. Maintenant, passons à ce qui nous intéresse, l'absorbance de la menthe. Alors, on voit ici qu'il y a une extinction à la fois du rouge et à la fois du bleu. Donc la chlorophylle absorbe généralement les deux couleurs, et elle ne fait passer finalement que le vert, c'est pour ça qu'elle nous apparaît verte. Alors on peut constater que sur internet, si je tape absorbance du carotène, bien, on a sensiblement les mêmes courbes. Ici, si je regarde cette courbe-là, donc je m'aperçois
D'accord, on voit rien. Je m'aperçois en fait qu'on a bien une absorbance du carotène qui est au début, et pour la chlorophylle, bah, notre chlorophylle ressemble un petit peu à la chlorophylle A, c'est-à-dire un pic maximum d'absorbance à 662, on a un 650, à peu près les mêmes valeurs, voilà. 600, oui voilà, 662, ça doit être de la chlorophylle A qui se trouve dans la menthe, et puis le carotène, c'est à peu près la même chose. Alors, à mon avis, il y a une partie du carotène dans cette courbe, puisqu'on devrait avoir un pic assez fin pour entre 400 et 500 nanomètres. Donc on a du carotène qui a été extrait aussi lors de cette manip. Voilà, donc tout ceci nous a montré, en conclusion, qu'il y a des pigments dans la feuille de menthe et dans la carotte. La carotte, il y a uniquement du carotène. Celui-ci absorbe que le bleu, et la chlorophylle absorbe le bleu et le rouge. Le bleu et le rouge, c'est pour ça qu'elle apparaît verte. Et maintenant, on pourrait en fait déterminer la concentration à l'aide de ce système qui est de système de d'absorbance, parce que ce que je n'avais pas précisé, c'est que l'absorbance est proportionnelle de la concentration. On pourrait donc mesurer la quantité de chlorophylle et la quantité de carotène dans les aliments en mesurant le maximum d'absorbance de chacune des courbes. Donc ici pour la chlorophylle et ici pour le carotène. Voilà.